Le gros shift, c'est quand j'ai pris mon téléphone et que j'ai expliqué ce que j'étais en train de faire. Grâce à mes précédents échecs, j'ai pu accumuler différents skills. En ce moment-là, il n'y avait personne qui avait ces skills-là sur ce sujet. Quelles sont les clés les plus importantes pour atteindre ces résultats? Time to market et accumulation des bons skills. J'avais la bonne maturité, j'étais la bonne personne au bon moment. Comprendre qu'il faut vraiment une super valeur en face d'un vrai besoin, autant le demander à son client directement. En vidéo, les gens se focusent que sur le hook, mais le lead est très important. Le hook, ça captive l'attention, mais après, il y a beaucoup de gens qui restent aussi. Vendre un projet, c'est profondément comprendre son client. Et c'est profondément passer du temps sur le meilleur produit possible. Pour arriver sur le podium aux US, c'est très difficile. Nouvel épisode d'aujourd'hui Master. Je suis très bien accompagné, épisode extrêmement spécial. On va partager full value. Je suis avec Mathéo et on a un invité d'exception aujourd'hui, Hugo. Bienvenue sur le podcast. Salut les gars, merci pour l'invite, ça fait plaisir. Épisode un peu spécial. Là, on est juste après le mastermind et du coup, on a profité pour sélectionner les top participants, ceux qui font le plus gros chiffre, dont Hugo. C'est qu'on va vous partager full valeur. Ici, on est à studio à Marbella, qu'on a trouvé spécialement pour l'occasion. Donc, bienvenue Hugo. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, je m'appelle Hugo, je suis fondateur de Flytex. On fait des genouillères et des maintiens sportifs pour les athlètes qui ont eu des antécédents. Donc, ligaments croisés, tendinites, blessures, et on les aide à faire plus de sport, plus longtemps, performer avec un vrai but de longévité. Et voilà, c'est une de mes passions et je suis très content de défendre ce genre de mission à travers la marque. Ce qui va être très bien aujourd'hui, c'est que Hugo, justement, partage sa marque, va partager aussi les chiffres de ce qu'il peut. Donc, ça va être un épisode très transparent, quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on peut trouver sur le marché français. Donc là, il vous partage déjà sa marque. Hugo, il a une très bonne marque qui est aussi bien liée à son personal branding. 8 figures l'année, si je dis pas de bêtises. Et principalement marché français en plus de ça. Donc très beau résultat pour le marché français. Selon toi, si on prend juste brièvement, c'est quoi qui t'a fait faire ces résultats-là? Hormis la brand, hormis le marché, c'est quoi selon toi? Peut-être toi personnellement, voilà. Quelles sont les clés les plus importantes pour atteindre ces résultats? Qui t'ont fait atteindre ces résultats? Je pense qu'il y a deux choses. C'est le timing. Je suis arrivé au bon moment sur ce marché parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs dans le sport qui faisaient de la compression pour la récupération et il y avait beaucoup d'acteurs dans le médical. Mais je vous parle de ça, c'est des marques qui ont 20 ans, donc qui font des genouillères vendues en pharmacie. Et au milieu, il y avait personne, donc océan bleu. Et moi, en fait, le constat, c'était de me dire, une fois que tu t'es fait rééduquer, tu fais quoi si tu as encore des douleurs? Il n'y a pas vraiment de prescription. Donc, il y a la rééducation, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de produit. Et comme je vivais ce cas-là, comme j'ai eu un ligament croisé, je me suis dit, il faut vraiment lancer quelque chose pour la performance, pour le sport, pendant l'effort. Et donc, je pense, c'est positionnement de marché, timing, c'est le bon, il n'y avait personne. Et la deuxième chose, c'est que grâce à mes précédents échecs, j'ai pu accumuler différents skills qui ont fait que, en ce moment-là, il n'y avait personne qui avait ces skills-là sur ce sujet. Et donc, ça a fait un peu un unfair advantage, je pense, de mon côté. C'est ça. Time to market et accumulation des bons skills. J'avais la bonne maturité, j'étais la bonne personne au bon moment pour faire cette marque, je pense. Et si on évalue un peu la courbe de croissance, on commence à démarrer, où c'est que tu stagnais, c'est-à-dire à quel montant mensuel et à partir de quand ça s'est débloqué? Déjà, ça a mis un peu de temps à décoller. Pendant 3-4 mois, on faisait vraiment, 500 € par jour. C'était assez bas. Il y a des jours où on perdait, d'autres où on gagnait. Mais par contre, comme c'était un projet que je défendais avec vraiment du cœur dès le début, je me suis dit, c'est pas grave. S'il faut pendant 6 mois ou 1 an qu'on oscille un peu, je vais craquer le code. Et je pense que c'est aussi ça parfois qui manque à certains projets, c'est justement d'être patient et d'être OK pour perdre pendant un petit bout de temps jusqu'à vraiment trouver le bon positionnement, la bonne narrative, expliquer correctement son projet et que les gens soient éduqués en fait. Quand tu es patient comme ça, en principe, tu es sûr que ça va quand même fonctionner. Est-ce que tu savais que, par exemple, en Allemagne, tu avais vu des concurrents qui scalaient ou aux US pour être sûr que ça va performer ou... États-Unis, en fait, j'avais vu
qu'il y avait de plus en plus de techwear comme ça, articulaire, mais plutôt pour les seniors. C'était vraiment axé pour les personnes âgées, problème d'arthrose. Sauf que l'articulation, on a tous besoin de soutien parfois. Moi, j'ai fait beaucoup de sport dans les skateparks quand j'étais plus jeune. Et j'ai des genoux qui sont un peu plus abîmés que la moyenne dans la vingtaine, on va dire. Et donc, j'ai les mêmes besoins qu'une personne, je sais pas, de 30 ans ou 40 ans. J'ai un peu plus de masse musculaire, mais c'est quand même le cas. Et ensuite, donc, quand ça a pris, c'est à partir de quel moment? C'est quoi? C'est plus de créatif? C'est au bout d'un moment, le marché, tu as réussi à pénétrer avec un certain angle? C'est quand que tu as vraiment pu sentir que ça a commencé à prendre? Le gros shift, c'est quand j'ai pris mon téléphone et que j'ai expliqué ce que j'étais en train de faire. J'ai expliqué que j'avais un ligament croisé, que je bossais sur un nouveau genre de genouillère qui s'adaptait très bien aux coureurs, dans mon cas, et que sur moi, ça marchait très bien. Et à partir de là, il y a eu un énorme switch. Les gens ont compris un peu qu'il y avait quelqu'un derrière le projet, je pense, et ils s'identifiaient aussi à mon problème. Ça a énormément aidé. Et également, c'est que dès le début, j'appelais tous mes clients. Donc j'étais tout seul au début. Mais je crois que j'ai appelé peut-être 1000 clients, les 1000 premiers clients. Téléphone tous les jours, j'avais à peu près 1 heure et demie de téléphone. J'en profitais pour les remercier sur leurs commandes. Et je leur demandais si je pouvais leur poser des questions sur l'âge, le sexe, la problématique rencontrée, ce qu'ils avaient déjà essayé, le pourquoi. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait tout un tas d'autres angles pour lesquels les gens avaient acheté mon produit. Et donc, j'ai pu élargir les propos, pas seulement aux ligaments croisés, mais aux ménisques, à l'arthrose, à l'essuie-glace, aux tendinites des genoux. Avec le même produit ou c'était à chaque fois des variantes? Avec le même produit. En fait, les gens se sont dit, si ça marche pour le ligament croisé, ça va certainement marcher pour ça. Donc il y en a certains qui ont pris le risque au début alors qu'on n'avait pas encore fait de grosses recherches poussées dessus. Et ça a très bien marché pour eux. Et donc là, on a pu ensuite développer en conséquence. Donc ce qui t'a vraiment aidé, c'est l'aspect founder. Donc l'angle founder, qui est un angle qui peut vraiment très très bien marcher pour beaucoup de marques, si elle résonne, si elle fait vrai. Et pour toi, en l'occurrence, elle fait vrai parce que c'est la vérité, c'est la vraie histoire et ça résonnait vraiment avec les clients. Et ensuite de ça, ça a décollé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as alimenté avec plus de créa, donc tu as dû beaucoup tourner de créatif toi-même, je pense. Ouais, c'est ça qui a fait décoller encore plus la machine? C'est ça, en fait. Au début, j'ai eu un levier sur mes propres contenus et sur des agences. Comme j'étais tout seul, j'ai énormément investi sur des agences qui me faisaient 10 UGC pour essayer justement d'aller chercher les autres avatars que moi, je n'incarnais pas. Et sinon, sur les réseaux, dès que je voyais une pub ou une vidéo organique qui marchait bien, je la enregistrais, je la transcriptais et j'essayais d'adapter la même structure à ce que moi je voyais de ma marque. Donc une espèce de mirroring avec tes arguments marketing, ton avatar et ta situation en fait. J'adaptais. Donc au début tout seul, ouais. C'est un truc qui marche mais qui n'est pas évident à faire. Parce que C'est les ça. gens essaient de faire du copier-coller et sans faire un vrai copier-coller. Donc c'est un truc assez technique. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait comme erreur? Donc les gens qui regardent là, ils se disent ok, super, ça c'est bien. Il dit tout ce qui marche, mais qu'est-ce que tu as fait comme erreur que les gens pourraient éviter de faire s'ils veulent construire une marque comme toi? Je pense que les plus grosses erreurs que j'ai pu faire au début, et c'était plutôt même avant Flytex, c'est justement de ne pas être assez patient sur le lancement d'un projet en fait. D'être court-termiste, c'est-à-dire que t'essayes plutôt de vendre plutôt que de chercher vraiment la valeur que tu peux apporter. Et ça, en fait, quand je l'ai compris, il y a quelques années, ça a tout changé. Vendre un projet, c'est profondément comprendre son client. Et c'est profondément passer du temps sur le meilleur produit possible. Et j'ai mis un moment à le comprendre. Et c'est pour ça que j'ai raté plein de projets. Parfois, j'avais des bons produits, mais j'avais pas assez compris mon avatar. Du coup, je passais complètement à côté avec le prix, avec la qualité, etc. Donc ouais, c'est vraiment comprendre qu'il faut vraiment une super valeur en face d'un vrai besoin et autant le demander à son client directement, si tu l'es pas toi-même. Mais c'est vrai, mais ça c'est quelque chose que j'ai revu chez pas mal de founders à succès, c'est-à-dire qu'on construit des grosses marques, et de figure, figure.
C'est qu'en fait, ils lançaient le projet, ils étaient sûrs que ça allait fonctionner. Et ça n'a pas forcément décollé tout de suite, mais ils savaient que ça allait décoller. Et ce qui compte, c'est simplement que sur le long terme. C'est pas, OK, on se laisse 2 semaines pour que ça soit rentable. Sur le long terme, tu as cette vision et à force, tu as des feedbacks, tu améliores et c'est ce qui t'a réussi. Et ensuite, tu as pu scaler et dépasser 1 million mensuel. Et c'était quoi le montant? C'est que tu as stagné le plus longtemps possible. Avant ça, il y a eu beaucoup d'oscillations, hein. En fait, donc, au bout de 4 mois, on a commencé à trouver un rythme, faire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires. Et je crois qu'au bout de 5 mois, là, j'ai eu vraiment un pic à 100K. C'était la première fois que je faisais autant en e-commerce sur un projet entrepreneurial. Et ça, c'était vraiment dû à toute la partie créative qui commençait à prendre forme. On trouvait notre angle, on trouvait notre rythme de croisière. On a stagné pendant bien 8 mois autour des 100 000, 150 000. Et ensuite, ça a explosé en octobre. Octobre-novembre de l'année d'après, octobre-novembre de la première année, on est passé à 250-300 000. Là, on a restagné pendant presque 1 an. Et quand tu stagnes comme ça, on essaye tout. C'est là où on investit le plus et il n'y a pas de retour. On ne comprend pas trop, mais en fait, il y a un moment où tu trouves un petit truc, plus tu as la saisonnalité qui joue, tu as le vent dans le dos et tu as acquéri en fait tous les leads toute l'année et ils finissent par convertir dans les moments forts. Pour nous, le sport, c'est la rentrée septembre. Après l'été, les gens ils veulent se dégrasser. Black Friday pour tout le monde. Et janvier, nouvelle résolution et Summer Body ensuite. Et en fait, dès qu'on est dans cette période-là, là, ça accélère. Et tous les efforts qu'on a mis avant, sans voir de résultats, ça paye. Et en fait, c'est la même chose qu'au début. Quand tu lances ta marque au début, pendant les 6 premiers mois, t'as pas grand-chose. Après, tu prends tous tes efforts, ça paye. Mais ça, il faut être patient, quoi. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu as fait toujours en France. Okay. Surtout le marché français. On a fait un peu un tour vers l'Europe. On s'est dit, à peu près en année 2, on va lancer 5 pays européens, parce que quitte à faire le process qui est un peu relou, pour dupliquer les pays, traduire tout ça, on le fait sur 5, il y en aura au moins un qui va marcher. Donc on avait lancé Italie, Espagne, UK, Allemagne et US. Voilà. Donc on lance ces 5 pays-là, tout fonctionne un peu, et là on se dit qu'en fait on n'a pas compris que quand tu vas à l'inter, c'est pas juste traduire tes meilleurs ads, c'est recréer tout un écosystème de créatives. Donc presque une autre société. Et donc là, on s'est dit, après 6 mois, c'était le bazar. Au final, on était en train de délaisser la France pour faire quelques milliers de plus à l'étranger. C'était vraiment, on n'était pas assez structuré. Ça peut faire partie d'une des erreurs potentielles. Exact, ouais. C'est vrai que ça, c'était une erreur. Que j'ai fait aussi, que beaucoup de monde font. C'est qu'ils font peut-être 100, 200K, ils se disent, OK, bah, si je duplique, je vais faire... allez, je lance 5 marchés, il y en a 3 qui vont prendre, je vais faire 1 million. Et au final, ça demande beaucoup d'efforts. Et si tu n'as pas encore craqué le code quand tu dupliques, eh ben, tu vas être encore en testing simultané. Et ça, c'est juste une guerre d'opérations. Donc même nous, encore actuellement, c'est très dur de maîtriser plein de marchés différents. En fait, il faut être ultra carré au niveau opération parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et après, chaque marché est aussi différent. Tu peux pas des fois juste dupliquer les créatives qu'il y a sur un marché sur un autre marché. Ça va plus loin que ça. Mais même les grosses marques encore ont de la peine. Les grosses marques américaines qui veulent percer le marché français aussi, le marché Europe, ben, elles ont besoin d'agences francophones pour comprendre les codes, pour vraiment bien percer le marché. C'est pas quelque chose de si simple. Mais après, ce qu'on a fait aussi dernièrement et que tu as fait aussi, on a échangé, c'est testing à l'international, full anglophone, sans faire un shop par pays, full traduit, et ça marche aussi bien. Hein, c'est ce que tu as fait dernièrement et là, tu as des bons résultats aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, et je trouve que c'est une bonne strat. Tu te dis, bon, le but, c'est de craquer les US. Quitte à dupliquer un écosystème, à recréer un écosystème, autant aller sur les US. C'est le baptême du feu, c'est le marché le plus concurrentiel. Donc, toute ta team doit se mettre au niveau des créas aux US. Ça va prendre 1 an. Tu seras presque pas rentable pendant 1 an. Mais le jour où tu es rentable aux US, duplique et fais une campagne worldwide anglo-saxon. Parce que là, ça va cartonner. Mais si t'es pas rentable aux US, tu vas galérer à être un peu rentable en Australie, un peu au UK, un peu partout. Donc, ouais, nous, on a fait l'inverse, un peu comme toi. Focus US. Et une fois qu'on est devenu bon, on a déployé. Et là, tu
tu scales d'un coup très fort. Ouais. Mais dans ton cas, avec par exemple des top créa où c'est toi qui es dedans, enfin, si tu fais le format fondateur, etc., comment t'as pu faire ça en worldwide comment tu tournes en ce moment en worldwide si c'est ça un des top, une des top créa en France? Bah, c'est la raison pour laquelle on n'est pas aussi performant aux US et au worldwide qu'en France. Parce que je me suis pas assez mis devant une caméra. J'ai des ads qui tournent que j'ai faites en anglais. Je parle anglais, je me débrouille. Mais je disais à ma team, tant que je me suis pas mis 100 fois devant une caméra aux US, on pourra pas dire qu'on a essayé de faire l'angle founder. Il y a plein de manières de le faire, mais moi, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Mais c'est pour ça que ça a pris autant de temps, je pense. Parce qu'il n'y avait pas cette facilité. Et vu que c'est notre unfair advantage, on l'avait pas. Donc, on a dû se battre sur d'autres trucs, mais on a beaucoup progressé. Du coup, on est devenu meilleur en France aussi à d'autres endroits. Et du coup, c'est quoi l'objectif maintenant? C'est de toi percer sur les US avec ton image de founder ou de trouver un ambassadeur ou quelqu'un qui peut parler à ta place? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que vraiment, toi, avec ton accent, ça peut résonner, ça peut matcher? Oui, parce que ça, il y en a qui ont déjà marché. Donc, jusqu'à qu'il y ait l'IA qui le fasse correctement, peut-être qu'ils reprennent juste mes défauts d'accent, tu vois. Ah ouais. Si j'étais vraiment déter, en vrai, je pense que je prendrais des cours d'anglais et je le ferais à fond et je me mettrais 1000 fois devant une caméra aux US. Je pense que c'est ce que je vais finir par faire. Mais ouais, pour garder cette authenticité, moi, je préfère le faire. Je trouve ça intéressant. On pourrait très bien prendre quelqu'un, mais ce ne serait pas aligné avec l'authenticité et les valeurs de la marque. Donc, quitte à le faire, soit je fais pas de personal brand aux US, et on essaie de scaler différemment, mais je pense que c'est pas si compliqué d'arriver à trouver des bonnes ads en anglais. J'en ai quelques-unes sur des dizaines testées, donc ça doit pas être impossible. Et tes top ads, c'est quoi la configuration? C'est quoi un peu le script? C'était en plein air, t'es dans un studio? Si tu peux nous parler des top ads, comme ça pourra donner des idées à ceux qui ont une marque et qui aimeraient tourner des ads founder. J'ai 3 top ads founder. La première, c'est vraiment un script. C'est un script très explicite où on mélange awareness sur la problématique, direct response et storytelling en fait. Et comme j'avais déjà mis en avant des ads founder, bah, ça a encore plus de puissance. Parce que tu pourrais presque avoir un format VSL, mais avec de la vraie authenticité et en mettant en avant les valeurs de la marque, tu vois. Ça, c'est la première qui a vraiment aidé. Donc ça, tu l'as tourné où? Dehors Dehors, au Jardin de la Fontaine, à Nîmes. À Nîmes. Et tu peux nous parler un peu de cette ad? Tu dis quoi? Ça m'intéresse de savoir. En fait, déjà, au tout début, vous pourrez peut-être l'afficher si tu veux, je l'enverrai. C'est d'accord, on la mettra. Ouais. Au tout début, déjà, j'ai un faux genou d'un squelette, donc c'est un genou médical qu'on peut expliquer, pour expliquer un peu l'anatomie, etc. Et donc, je le mets sur le mien. Et je plie mon genou et je mets un bruit de grincement de porte. Est-ce que vous avez des douleurs au genou avant ou après vos courses? Déjà, tout de suite, tu comprends qu'il y a un problème au genou, tu as un genou qui grince. C'est souvent les gens qui ont des problèmes au genou, c'est un peu les expressions qu'elles peuvent donner. Donc, genou qui grince. Ensuite, il est assez lent, la suite, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Enfin, genre, je me relève, mais doucement. Et après, j'explique. Si tu as des problèmes de ligaments croisés, de ménisque ou d'arthrose, c'est peut-être dû à une ancienne blessure. Mais t'es pas le seul parce que tu as 50% des coureurs qui vont connaître des douleurs au genou dans leur vie. Et après, j'explique, mais tu peux être à une solution de recourir tranquillement, tu vois. Donc, j'ai expliqué la problématique, la personne se reconnaît. On explique que c'est une stat, c'est la vérité. Il y a beaucoup de blessures au genou, des douleurs au genou. Et derrière, on introduit en direct response notre produit. Mais avant ça, j'explique qui je suis. Je dis, moi, c'est Hugo, je suis le fondateur de Flytex. Il y a quelques années, j'ai eu un ligament croisé, mais avec du renforcement, de la rééducation et d'autres aides extérieures, je peux maintenant mieux courir. Et c'est la vérité, tu vois. Donc, j'explique ça. Et après, j'explique comment est-ce qu'on a pensé ce maintien de compression pour les genoux. Et je le mets en démonstration. Et j'explique que il y a eu plus de 100 000 sportifs à l'époque
qu'il avait déjà utilisé, mais qu'il fallait pas me croire moi forcément, et plutôt aller voir les commentaires sur Facebook, sur Instagram, sur Trustpilot, en mode ouais, tu peux peut-être être sceptique, mais les faits sont là, essaye, et au pire, t'es remboursé, quoi. Genre, on a une politique ultra flexible de remboursement, donc format peut-être même un peu VSL, Ouais, mais full transparente, en fait. J'adore. En fait, tu as commencé avec un problème, donc tu targetes vraiment tous ceux qui ont un problème, tous ceux qui sont aware qu'ils ont un problème, donc sentiment négatif. Après, tu les fais prendre conscience, et c'était des stats. Donc ça, c'est un très bon lead, c'est très utilisé en VSL. Donc, if you suffer from chronic foot pain, ce genre de truc, donc toi, tu as un peu dit ça cible. Ensuite, tu as fait un lead. Ensuite, après, tu les auras fait visualiser. Et tu auras fait visualiser, c'est ça, de comment ça pourrait être la vie et si ça se marche bien. Et après, à la fin, tu as convaincu à la logique avec des faits. Que même si c'était sceptique, regardez les faits, de ne pas te croire sur parole. Et entre-temps, tu as mis une figure d'autorité qui est toi et de founder. C'est génial. Ouais, c'est un script que je vais tester. Nous, on a commencé à faire ça, mais on s'est inspiré d'une marque qui s'appelle Yoga Body, que vous avez peut-être déjà vu. Ça me dit rien. France. USA. US. Yoga Body, le mec, je pense qu'il doit faire 50 ou 100 millions par an. C'est énorme. Et le founder, à mon avis, s'est retiré de toutes les opérations. Ils ont certainement un studio dans leur bureau. Et tous les matins, ils débarquent et ils filment 20 ads. Gros niveau de structure. Ils filment 20 ads, ils ajoutent du motion design. C'est sincère, c'est direct, c'est divertissant. Ils t'apportent même de la valeur parfois sur ta mobilité et tout. Donc, j'aime beaucoup ce gars et Yoga Body, comment est-ce qu'il fonctionne. Et je m'inspire souvent de ces structures de publicité parce que ça apporte de la valeur. C'est pas dérangeant pour la personne qui regarde ça. Et tu présentes quelque chose qui marche bien. Donc, c'est full positif. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est assez fou, mais c'est un Reels de 6 secondes. Avec du texte dessus? Ouais. En fait, c'est un loop organique qui a été posté sur mon compte, qui a fait, je crois, 10 millions de vues, un truc comme ça. Énorme. Et en fait, c'est juste... je crois que je mets un texte et je marque 3 méthodes pour soulager tes genoux. Et tu me vois enfiler la genouillère. Et pour la plupart des gens, c'est assez intriguant comme équipement parce qu'une genouillère, c'est assez court normalement. Mais qu'est-ce qu'il enfile sur sa jambe? Donc je pense qu'il y a un truc qui intrigue. Et en fait, on met la valeur dans le texte. Ou dans le Reels, c'est dans la description. Donc c'est un loop. En plus de ça, les gens lisent la description. Donc ça fait répéter la vidéo. Donc en fait, la vue de vidéo, elle est à plus de 90% plusieurs fois. Donc je pense que ça, en termes de CPM et de CPC, c'est très bon pour Facebook. Et il y a réellement de la valeur. On explique plein de méthodes qui sont véridiques. Renforcement, kiné, compression, repos, plein de choses comme ça. Et donc ouais, ads, valeur, courte, loop. Moi, j'avais jamais testé et j'ai balancé juste un contenu organique en direct. Même en retargeting, ça doit cartonner celle-là. Enfin, les personnes, elles voient ta semi-VSL et ensuite ils tombent sur ça en mode on le voit en train d'utiliser et puis ils achètent. Ouais, certainement. Ça marche bien, ces genres de ads, et c'est très peu exploité. Il y a des très bas CPM, très bas coût par clic. Totalement. Mais il faut bien maîtriser parce que tu as peu de secondes, il faut que tout soit pertinent. Si tu connais pas ton avatar, si tu as à côté de la plaque sur un truc, c'est loupé. C'est de l'ads qui peuvent être retargeting, mais aussi top funnel. Parce que 3 méthodes, tout le monde, même en organique, va consommer, quoi. J'ai vu une ad similaire de Arae qui font 3-4 millions par mois. Leur top ads, c'était une femme au fit, sur les escaliers qui montent là, pendant 5 secondes. Il y avait plein de textes sur l'ad. Et c'était comment j'ai réussi à partir des mots de ventre, etc. avec ce produit. Et aussi, je crois, 2-3 étapes, c'était marqué. Donc des fois, c'est des ads qui changent, qui sont bangers. Mais pour ta VSL avec ton hook où tu es à l'extérieur, peut-être faut faire la même, mais à l'extérieur, mais aux US. Et peut-être là-bas, après, ça peut cartonner aussi. Ah, t'as 100% raison, ouais. C'est très américain, en plus, cette pub, ça marcherait, ça cartonnerait. Cette pub aux US. Ah, faut qu'on rebosse le truc, faut qu'on itère. Peut-être que tu peux nous parler un peu de... D'itération. Ouais, d'itération, parce que t'as un gros background là-dessus. Sur comment j'aurais itéré ça, alors,
itérer. Il y a plein de manières d'itérer. Déjà, il y a le lead qui est très important en vidéo. Les gens se focusent que sur le hook, mais le lead est très très important. Tu vois comment le hook, ça captive l'attention, mais après, il y a beaucoup de gens qui restent aussi. Une fois que tu as un bon hook, qu'est-ce qui se passe après. Et si par exemple, toi, tu étais un Afro-Américain, bah, ça change totalement. Parce que là, tu vas targeter tous les Afro-Américains. Les Afro-Américains, ils vont mieux se voir. Donc, en fait, qu'est-ce que tu montres après le lead est très très important. Qu'est-ce que tu dis aussi. Si par exemple, après le lead, tu vas être sur des solutions aware, c'est-à-dire vous avez déjà testé pas mal de méthodes pour soulager vos genoux, et ben là, tu vas avoir une ad, c'est qui est solution aware. Tu vois, c'est que tu vas targeter les gens qui veulent comparer. Donc, en fait, tu peux avoir totalement d'autres résultats, toucher totalement d'autres personnes, juste si tu changes un truc sur ton ads. Donc, en règle générale, nous, ce qu'on fait après, c'est qu'on teste différents leads différents, sur des fois différents stages de funnel différents. Et là, en l'occurrence, c'était parfait. J'aurais testé différents leads différents. Après, c'est quelque chose de très authentique. Je pense que l'ads, le script est bien, mais aussi, ils sentent que c'est authentique. Donc, j'aurais peut-être testé de allonger, raccourcir l'ads. Ça aussi, ça apporte de gros résultats. D'introduire la figure d'autorité peut-être avant ou après. Tu vois, de peut-être commencer dans le lead. Moi, c'est Hugo, tu vois, très brièvement. Je suis le founder et je vais vous montrer pourquoi on a plus de 100 000 clients satisfaits. Ne m'écoutez pas, mais regardez ce que je vais vous dire. Après, il y a plein de choses. Honnêtement, l'itération, c'est assez simple. C'est assez simple. Ce qui est plus dur, c'est de trouver un premier concept qui marche. Et après, tu itères sur plein d'aspects différents et tu recomposes ce qui marche le mieux. Si tu vois que te montrer toi en lead, ça cartonne, bah sur toutes tes prochaines ads, tu te montres toi parce que tu sais que tu auras des meilleurs résultats. Donc, l'itération, pour moi, c'est un moyen d'avoir des réponses scientifiques sur quoi améliorer ensuite dans les ads. Tu comprends mieux comment ton avatar, comment ton truc résonne. Tu vois, un truc tout bête sur des vêtements, par exemple. Si tu remarques que après le hook, tu montres ton t-shirt, ok, t'as ton t-shirt, et que ton t-shirt est un peu plié, et qu'il y a un mauvais hold rate, et que d'un coup, tu remarques que quand tu montres le t-shirt tout bien tiré, il n'y a aucun pli et tout, que ça marche beaucoup mieux, et ben tu vas venir changer tous tes footages que tu vas tourner avec les t-shirts. Bah, ça te donne une réponse que quand le t-shirt est froissé, ça plaît pas à ton avatar. Donc tu vois, en fait, de faire une itération, ça peut te donner beaucoup plus de résultats sur toutes les ads que tu vas faire après, parce que tu changes sur tout. Et nous, par exemple, des itérations qui étaient bangers pour nous, on avait testé différentes itérations sur le lead. On montrait le produit en effet motion, le produit en effet ralenti, l'avatar ou différents autres avatars. Et au départ, on faisait l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'on mettait un avatar jeune. Parce que on touchait des vieux, mais c'est plus simple de trouver des content créateurs jeunes. Et on a fait ce test de lead, et ce qui marchait vraiment le mieux, c'était de montrer notre avatar. Même si le footage, il était moins bon, il n'y avait pas d'effet, il n'y avait pas de 3D, ça marchait beaucoup mieux parce qu'en fait, je pense que l'algorithme arrive à cibler plus facilement l'avatar. Et l'avatar, il se dit, il y a un truc émotionnel qui se passe. Tu vois, il dit, ok, bah, c'est comme moi. Il se voit lui, peut-être. Et depuis, bah, on met beaucoup de notre avatar dans le lead. Ça, c'est un gros learning qu'on a eu. Ou sinon, Par l'itération. Ou sinon, nous, on commençait toujours avec caption, c'est-à-dire texte sur la vidéo et musique, tout le temps. Et un jour, on testait sans texte, sans musique aussi. Et on remarquait que sans texte et sans musique, ça marchait très bien. Et après, on a fait, ok, bah, on teste de manière scientifique, je sais plus, 10 top ads avec, sans musique. Et depuis, bah, maintenant, on teste sans musique. Et le lead, en général, vous faites combien de temps maximum de... En fait, ça dépend de la vidéo. Par exemple, sur une vaisselle, c'est une longue vidéo. C'est-à-dire qu'un objectif du lead, c'est qu'il reste dans la vidéo. C'est-à-dire que tu dois mettre peut-être une open loop. Tu vois, comme dans un podcast, tu vas dire je vais vous donner la méthode pour soulager vos douleurs de genoux naturelles. Restez bien. En gros, tu dis de bien rester pour qu'il reste. Et après, il y a plein de techniques de lead à faire en VSL ou en short ads. Mais les questions, ça cartonne. Les questions, ça cartonne. Ouais, il y a plein. Il faut regarder, il faut tester différents trucs. Mais pour ton produit, t'as essayé aussi des fois d'être avec une blouse blanche. Ça, c'est banger, ça. Même pas, après, je sais que tu veux éviter aussi que ça soit trop médical. Il y a l'allégation médicale qu'on évite. Nous, on est vraiment après l'aspect médical, donc après la partie rééducation. On t'aide à reprendre le sport. Donc on est sport médical, mais je trouve que la blouse blanche, c'est quand vraiment tu essaies de faire passer des infos un peu forcées. Là, sur celui-là, on évite au maximum d'aller trop loin parce qu'il n'y a pas besoin. En étant authentique et en expliquant à nos clients sportifs ce que ça fait pour eux, ça suffit en fait. Peut-être que ça marcherait mieux
Mais moi, je serais moins aligné avec la stratégie, tu vois, marketing derrière. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout si votre aspect authentique est mis en avant. Ce qui pourrait marcher, c'est médecins du sport, des jeux de médecins du sport, tu vois. La nouvelle technologie, ça a été même approuvé par un médecin du sport. On a fait des études, on a des vidéos en mode études scientifiques menées par des kinés du sport. Là, ouais, mais je crois qu'on avait testé une fois la partie trop médicale, mais on s'est dit non, ça va pas avec ce qu'on essaie de construire. Donc on a très vite arrêté parce que c'est pas dans ce sens-là, quoi. Et c'est quoi ta vision pour cette marque? C'est plutôt un écosystème. Pour moi, Flytex, c'est la première marche d'un écosystème autour de la longévité, avec pour mission la longévité des athlètes, mettre plus de gens au sport aussi et pouvoir les faire continuer le plus longtemps possible. Donc aujourd'hui, il y a Flytex, qui est la marque qui permet aux gens d'aller mieux dans le sport. Mais il y a aussi la partie événementielle. Donc là, on organise le premier festival de running qui permet à la communauté de Flytex de se retrouver. On fait également des run clubs. On essaie d'en faire à peu près entre 5 et 10 par an. C'est énorme déjà. C'est très très bien et que c'est ce que 90% des marques ne font pas. C'est ces genres de plus qui humanisent la marque. Communauté aussi. Ouais, communauté. On a Noro qui avait fait une communauté sur Facebook, un groupe privé, etc. Tu regroupes les gens qui suivent ta marque, ça c'est banger. Mais aux US, le TAM, il est énorme de sportifs. Hein. Tous les sportifs que tu peux aller cibler, c'est... En France aussi. Hein. En France aussi, mais... US, j'avais vu pas mal de marques de semelles spécifiquement que pour les sportifs, genre spécifiquement pour les basketteurs, spécifiquement pour ceux qui font du foot, et c'est du 8 figures aussi à l'année, 9 figures, c'est banger, la niche elle est grande quand tu cibles que sportifs, donc sans mettre la blouse blanche. Sans mettre la blouse ça blanche. suffira. Aux US, c'est un peu winner takes all à mon avis. Le numéro 1 du marché, il est énorme, c'est plusieurs centaines de millions à l'année. Mais pour arriver sur le podium aux US, c'est très, très difficile. Et c'est souvent plusieurs années de business dans la marque. Bon, j'imagine que tu en as comme Noro qui arrive un peu, qui ouvre des portes au début et qui casse un peu le marché, qui donne accès à des gens, à des services qui habituellement étaient que dans le médical. Donc là, tout de suite, c'est accessible, c'est moins cher. Et comme ils n'ont pas la sécu là-bas, c'est génial. Mais... c'est très important, je pense, de créer un écosystème, de penser l'écosystème pour son client. Dans la fois, on parlait avec nos amis du Mastermind qui ont une marque de culottes menstruelles et ils disaient mais comment est-ce qu'on peut créer des événements autour de ce produit ? Et en fait, tous les deux, on s'est dit c'est pas tant un événement autour du produit, c'est un événement qui rassemble les intérêts de la communauté. Et pour ça, il faut bien connaître son avatar et en choisir un au début. Et vraiment le régaler, en fait. Ouais, 100%. Et tu dirais que ça apporte quoi à la marque par exemple, si tu fais ce que tu vas faire, le marathon, t'organises Déjà, ça m'apporte un peu à moi. Il faut dire parce que en organisant des événements, j'ai trouvé que ça me donnait beaucoup d'énergie. En fait, j'adore le contact humain et j'adore voir des gens se rassembler et qu'on fasse un truc cool tous ensemble. Donc moi, ça m'apporte de l'énergie, donc ça nourrit ma vision, et donc j'ai encore plus envie de faire grandir la marque et de faire des plus gros événements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve que ça apporte énormément pour le contenu. Ça crée vraiment une content loop parce que on organise des événements, les gens, ils sont trop contents. Moi, ça me donne de l'énergie de les voir contents. On fait des vidéos et ça crée du contenu organique qui fait ramener d'autres personnes sur Flytex, qui vivent eux-mêmes les événements, qui sont trop contents. En fait, c'est une boule de neige qui est que positive. Et ouais, je dirais que c'est le minimum de ce que ça apporte. Et après, il y a plein d'autres choses. C'est aussi, ça peut être l'autorité de marque, ça peut être la visibilité, et ça peut être les échanges en direct. Il y a énormément de... parfois, on fait des run clubs qui sont uniquement dédiés à des tests produits. Ah ouais. On a fait un gros run club, on était une centaine, et on a dit, let's go, on offre une paire de genouillères à tout le monde, tous ceux qui viennent. C'est déjà des clients ?
Ou tu as fait de l'ADS pour ça? Il y avait des clients, il y avait des prospects. Ok. Il y avait des Intéressant. clients et des prospects, mais disons que comme c'était pour se lancer dans l'événementiel un peu, on en avait fait quelques-uns, mais juste avec comme motif, venez on court 10 km ensemble. On était 10-15, c'était assez faible. Et à partir du moment où on s'est mis à donner encore plus de valeur, c'est-à-dire des tests produits, des dégustations dans une boulangerie, la galette des rois, des choses comme ça, bah, les gens venaient plus parce il y avait plus d'intérêt, il y avait plus d'intérêt aussi à venir, parce que des run clubs, il y en a beaucoup. Mais quand tu apportes vraiment quelque chose en plus, tu fais découvrir à la communauté. C'est aussi une manière, ouais, je pense que ce qui me donne de l'énergie aussi, c'est une manière de rendre à la communauté. Grâce à eux, on grandit. Grâce à eux, on a aussi du bouche à oreille parce qu'ils sont ultra satisfaits. Et bah, donner un peu en retour, ça fait ultra plaisir. Et tu trouves plus de sens. Et moi, j'en ai besoin dans ce que je fais. C'est ultra intéressant. En fait, tout ce qu'il fait, c'est ce que moi, je devrais faire plus. Je suis très, très focalisé sur ce qui rapporte le plus, on va dire, c'est créative. Comme j'ai dit à Hugo, j'ai même pas de compte, on n'a même pas encore de compte Instagram. On commence. Et donc là, le gros de ma vision actuellement, c'est justement d'appliquer plus cet aspect branding, etc., plus de proximité avec les clients, ce qui construit vraiment une vraie marque pour le futur. Toi, tu dirais, c'est quoi tes piliers actuellement qui rapportent le plus? Hormis l'aspect créatif, qu'est-ce que tu fais dans ton business ou qu'est-ce que vous faites que selon toi est fondamental? Le développement produit. Les clients sont très satisfaits du premier produit avec lequel on a commencé. D'ailleurs, c'est la version c'est avec les clients qu'on a co-construit la nouvelle version. Donc, il peut être que bien parce que c'est eux qui nous ont donné leur retour. Et ensuite, on leur dit, bah, vous avez besoin de quoi? Un legging avec une genouillère intégrée. Ok, on développe un legging avec une genouillère intégrée. On fait un système de précommande. Alors, on le teste, on le valide, etc. En interne. On le sort avec une petite quantité, avec des tarifs réduits. Les premiers 500 clients donc, vont le tester. On leur envoie un questionnaire. Pour trouver ces 500, tu prends 500 de tes clients? On dit, voilà, vous nous avez demandé un legging avec ces caractéristiques. On a développé ce legging. Il est disponible en précommande. Ça va nous aider à financer la production du stock. Et une fois en fait qu'on reçoit le stock, on livre les clients. Après, on les resonde. Alors, vous trouvez comment? Y a certaines femmes qui nous disent, il est bien, mais je trouve qu'il taille un peu trop serré au niveau des hanches. Okay, on note toutes les petites features qui sont excellentes. Bon, quand tu sors un produit, même si tu fais plein de tests, même s'il est validé, tu as toujours des petites choses avec la production ou que tu n'avais pas forcément imaginé sur la morphologie de la masse. Et grâce à ces retours, on passe d'une satisfaction 70-30% à petit 90-10% d'insatisfait sur le produit. Et le but, c'est que ça va être à chaque nouveau batch d'aller améliorer le produit. Et on essaie d'en sortir de plus en plus. L'année dernière, on avait sorti, je crois, 5. Cette année, on en sort 15. Et l'année prochaine, j'espère 30. Ouais, 15. Et ouais. C'est énorme, c'est bien. C'est très très bien. Et tu as un vrai process. C'est-à-dire, alors, rien n'est gaspillé. Non? Je vais te donner le vrai process que je mets en place là, et je vais te donner celui avant. Du coup, moi, je cours beaucoup. Et j'essaie de me mettre dans des situations qui sont compliquées. C'est-à-dire m'entraîner pour un marathon, aller faire tel trail, etc. Parce que c'est ce que moi j'aime et c'est aussi ce que vivent mes clients. Et plus je vais à l'extrême, plus je vais risquer de me blesser, plus je dois faire attention à mes équipements, plus je dois être précis dans moi ce que j'utilise. Et ça me découvre aussi des nouveaux besoins. Par exemple, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à préparer mon premier marathon, je trouvais assez peu de shorts qui me plaisaient en termes de design, en termes de soutien au niveau du cuissard, etc., avec la compression. Du coup, je me suis dit, je vais faire un short. Et c'était le premier équipement qui n'était pas un maintien articulaire. Je l'ai fait un peu pour moi, parce que moi, j'aimais ce genre de produit. Et j'adore le Not Short aujourd'hui. Et en fait, je l'ai lancé et ça a cartonné. Donc, je me suis dit, OK, donc, quand je fais un truc qui est pour moi par rapport à mon analyse de produit que j'aimerais, vu que j'ai cette liberté et cette connaissance de développement de produits, je peux vraiment développer des produits qui sont super. Comment je fais? De manière basique, j'achète les meilleurs produits du marché qui ont les caractéristiques que je recherche
Et je prends le meilleur de chacun. L'élastique du short, ça tu biperas, la compression de telle marque. Et je fais une liste de courses. Et ensuite, je vais trouver un fournisseur qui est capable de réaliser ça. Ah, c'est pas le même fournisseur? Tu travailles pas avec la même usine? Non, Ok. j'ai T'as un agent qui source? c'est ça. J'ai un agent en Chine qui s'occupe de mes relations fournisseurs. Ok. Donc, je lui donne les produits que je veux faire. Je lui donne ma liste de développement. Parfois même mes plans de produits quand on va vraiment dans des développements encore plus poussés. Et je lui donne mes caractéristiques. Je demande des samples de tissus, de formes, etc. Et là, ensuite, on construit le produit. Et je pense que ça va beaucoup plus vite que plein de grosses marques qui passent par des tonnes d'intermédiaires, etc. T'arrives, t'as tout qui est super bien fait. Tu reçois les samples. Le truc, il est pas du tout... tu dois faire 20 samples, 10 samples, parfois, c'est compliqué. En tout cas, voilà, moi, quand je fais une liste de courses de chaque caractéristique, qu'on me fait choisir les matériaux, etc., que je construis ensuite mon produit, au lancement, en tout cas pour un premier produit, je trouve que ça, c'est le meilleur. Ensuite, pour vraiment évoluer et avoir quelque chose d'encore plus incroyable, là, c'est encore d'autres développements qui prennent encore plus de temps. C'est ce qu'on fait. On est une nouvelle genouillère ça fait 2 ans qu'on est dessus. C'est très, très long. On est en train de la breveter, etc. Mais parfois, il y a des nouvelles technologies que tu dois développer. Ça dépend de ton ambition, quoi. Énorme. À chaque fois, environ, tu fais 500 précommandes. Le MOQ. Ok, le MOQ, donc, qui va... Entre qui va 500 payer. et 1000 par couleur, entre guillemets. Ok. On lance qu'une couleur, souvent le noir. Et après, on itère. Et après, sur tous ces clients, t'as quelqu'un qui s'occupe de récupérer les feedbacks. Ouais, on a Ouais, une ouais. agence. On bosse avec Email Club sur la partie tout ce qui est marketing par email. Et ils ont bien compris notre stratégie de précommande. Et ils gèrent à chaque fois ces campagnes-là. C'est des grosses campagnes. Ce qu'on essaie de faire, c'est... on a des phases, en fait, avec des quantités. Donc, 50, 100, 300. Et on donne des pourcentages aux clients. Comme ça, les clients qui sont les plus déterminés, ils ont les meilleures offres. Ils nous aident à financer le stock. Donc, c'est normal que nous, on leur réduise aussi le prix. Et ils nous aident aussi à améliorer les produits derrière. Même s'ils sont déjà souvent très bien dès le début. C'est les petits détails qu'on va chercher derrière. Ces nouveaux produits, tu as trouvé des produits banger qui s'équivaut aussi à ton best-seller ou toujours c'est ton produit phare qui prend le dessus? Alors, c'est toujours largement le best-seller qui prend le dessus, mais j'ai quand même le sentiment qu'on ne met pas autant d'efforts sur les autres que sur le premier. C'est difficile de mettre autant d'efforts. Je dirais globalement sur un catalogue que le banger ramène les nouveaux clients et que les autres produits servent de LTV, driver. C'est surtout ça. Et tu renvoies sur la homepage ou sur la landing page? Comment tu fais? Ça dépend. J'ai séparé le compte sur des campagnes. Chaque campagne, une campagne par produit. Simplement, on n'exclut pas les acheteurs sur les autres petits produits parce qu'il y a aussi des personnes qui sont nouvelles dans les prospects. Et du coup, qui dit beaucoup de SKU dit qu'il faut bien anticiper le cash flow. Tu fais du forecast. C'est quoi ton process un peu par rapport à ça pour toujours avoir du bon cash flow? Pendant un moment, c'est moi qui faisais le forecast. Donc, forecast, c'est prévoir les quantités de stock nécessaires au moins 3 à 6 mois à l'avance pour savoir un peu ce que tu vas faire. Comment est-ce que je le calculais? Je regardais l'ancienneté, les courbes de croissance. On sait que chaque année, il y a un gros pic à partir du mois de septembre. Ça monte jusqu'à fin février et après, ça se stabilise. Et après, ça remonte et ça se stabilise, ça remonte, ça se stabilise. Et donc, du coup, ça, c'est un pic d'un certain pourcentage de chaque produit pour chaque variante. Et donc, tu fais des exports avec des reportings sur Shopify. Reporting par variante, par produit. On exporte. Et à partir de là, tu peux ajouter ce pourcentage de croissance à chacun des produits par rapport à tes mois. Donc ça, c'est la stratégie de base. Mais là, ça devenait beaucoup trop important. On ne pouvait pas se rater. J'ai pas cette technicité. En tout cas, je pourrais l'avoir, mais j'ai pas le temps de devenir un expert là-dessus. Du coup, là, j'ai recruté à mi-temps un data analyst logistique qui m'analyse ces signaux
avec précision pour vraiment me faire des prévisions de forecast. Maintenant, il passe aussi les ordres d'achat à mes fournisseurs et il m'aide aussi à faire le forecast. Le forecast, je ne sais pas si ça se dit comme ça, moi je l'appelle comme ça le forecast. C'est le cash que tu vas devoir sortir, avancer chaque mois selon tes prévisions de stock. Par exemple, là maintenant on est en juillet, j'achète déjà le stock pour octobre, à peu près. Je passe les commandes, c'est produit, c'est envoyé ensuite, et comme ça je sais exactement avec ma trésorerie comment la gérer. S'il y a besoin, parce qu'il y a une grosse marge financière à passer, je fais des décalages de trésorerie avec Facebook, avec mes fournisseurs, avec mes agences, etc. Et du coup, cet aspect trésorerie, toi, qu'est-ce que tu fais encore? T'analyses ton profit and loss, combien t'as fait de bénéfices une fois par mois? C'est quoi un peu ton process par rapport à ça? Parce que je sais que pas mal de personnes regardent juste leur daily tracking chaque jour, mais n'ont pas un vrai process profit and loss, ou même s'ils ont des réserves, moi c'était mon cas, et ben, à la fin du mois, ils regardent combien ils ont de bénéfices de cash flow, puis en fait, ils voient qu'ils n'ont pas de cash flow parce qu'en fait, ils ont de l'argent en réserve, et si tu as 20% de réserve et tu fais moins de 20% de marge, bah, tu fais pas de bénéfice en termes de cash flow. Donc toi, comment tu fais? Tu regardes une fois par mois ton bénéfice, tu regardes le cash flow, parce que des fois, tu peux avancer plus de cash flow que le bénéfice que tu fais, donc sur ton compte, ça avance pas. C'est cool. Est-ce que tu peux juste nous parler un peu de ta situation? Globalement, je fais les chiffres tous les 3 jours à une semaine. Il faudrait les faire tous les jours. Quand je dis les chiffres, c'est relever les KPI Facebook, ensuite aller calculer exactement son profit, donc sur la journée, sur les 5 jours, 7 jours. Et derrière, ça tombe dans un gros tableau Excel où il y a mes charges fixes, mes charges variables, le bénéfice qui s'accumule du coup tout le mois. Et derrière, j'ai encore un petit tableau où je vais notamment mettre le stock, la valeur du stock en direct. Donc, qu'est-ce qui est en transit? Qu'est-ce qui est chez mon fournisseur? Qu'est-ce qui va arriver, que j'ai déjà payé? Qu'est-ce qui est dans mes entrepôts, en Espagne, aux États-Unis? Ensuite, je vais mettre la dette, donc la TVA, qui s'accumule et que tu vas devoir payer dans un mois. Tu as un mois de décalage. Je vais mettre aussi les paiements pour mes fournisseurs, pour mes expéditeurs, pour le warehouse, le 3PL. Pareil, ça, je le paye à la fin du mois, mais je le calcule à chaque fois quand même. Et donc, j'essaie d'avoir j'ai une vraie vision sur qu'est-ce qu'on a comme cash liquide, qu'est-ce qu'on a comme dette sortante, et qu'est-ce que je vais devoir aussi avancer. Également, parfois, tu fais un salon, ça va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je ne vais pas mettre cette charge-là sur le mois. Je vais la lisser sur 12 mois. Donc, je sais en fait ce que j'ai en banque, je sais ce que j'ai dans les airs et dans les warehouses, mais je sais aussi quel genre d'investissement j'ai mis. Comme ça, j'ai une vision globale de la valeur presque liquide de la boîte et ce que j'ai avancé. Donc comme ça, j'amortis petit à petit. Voilà. Et après, d'un point de vue perso, qu'est-ce que tu retires pour salaire? Comment tu fais? Parce que je sais que ceux qui sont en France ou en Suisse, tout ce qu'ils prennent personnel, c'est taxé. Donc, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Tout investir dans son business. Parce qu'on a eu beaucoup de discussions avec des potes et je serais curieux d'avoir votre vision. C'était Hormozy que j'avais trouvé pertinent là-dessus. Il disait, au début, j'ai investi dans l'immobilier. Puis en fait, j'ai fait des erreurs de deal. Après, j'ai demandé conseil à un ami milliardaire. Et il m'a dit, mais pourquoi tu as investi dans l'immobilier? Tu es un agent immobilier, tu as des connaissances? Non. Alors, il y a beaucoup plus de risques à investir dans l'immobilier si tu n'es pas dans ce secteur que de réinvestir dans l'asset dans lequel tu maîtrises le plus, ton business. Alors, ça, je pense que c'est en dessous d'un certain niveau de net worth. Peut-être que si tu as 5, 10 millions, que ta cash, que ta société est très stabilisée et que du coup, tu fais beaucoup de cash, et il faut forcément le mettre quelque part, ce cash. Là où peut-être que tu te poses la question d'investir dans des endroits... moi, je serais plutôt S&P 500, ça c'est stable et tu n'as rien à toucher. Ou alors tu mets ton argent chez les Suisses et ils se débrouillent avec des gros montants, peut-être. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, quand tu es en forte croissance, ton business a vraiment besoin de gros cash flow. Et entre tes mains, il fait x2, x3 chaque année. Il y a très peu d'indicateurs financiers il y a très peu de placements financiers qui font autant. Donc, je dirais mettre le maximum sur ton business. Te sortir, toi, ce que tu as besoin pour un lifestyle qui te convient, qui t'inspire. Et garder quand même une poche de trésorerie. Voilà.
T'es pas obligé de tout investir dans du stock, dans des ads, dans des trucs. Ça peut juste être là. Et t'es prêt quand il y a un down, et t'es prêt quand il y a besoin d'argent pour le scaling. Mais ouais, je dirais aujourd'hui, un peu en perso, ce qui me permet de vivre bien, sans me sentir frustré. Comme ça, j'ai de l'énergie pour mon business, et le gros de l'argent, je le mets dans le business. Très très bonne réponse. C'était très bien. T'en penses quoi? Ouais, exactement, la même chose. Et dans le business, on comprend aussi, c'est inclus tout ce qui est formation, etc. pour avoir plus de knowledge, pour encore plus faire d'argent dans Comment le tu te formes actuellement, à part le podcast master et les mastermind master? J'écoute que le podcast master. J'avoue que j'ai eu des périodes où je me formais beaucoup plus que là. Là, j'ai l'impression d'avoir une to-do list vertigineuse qui est tellement importante que parfois il faut juste exécuter. Pareil. Et je me forme quand même parce qu'il y a des choses avec l'intuition, avec les opportunités qui viennent, t'apprends en fait. T'apprends, mais dans la réalité. Et sinon, par le passé, c'était énormément de livres, les formations e-com qu'on a un peu tous fait, les masterminds. À chaque fois, je ressors énormément ressourcé, inspiré, et ça, des personnes de tous les niveaux. On a vraiment beaucoup de choses à apprendre de chacun. Et sinon, j'ai des mentors, constamment. J'ai des mentors qui sont pas à 100 niveaux de plus que moi, mais vraiment à 3, 5, 10 niveaux de plus que moi, qui me permettent de passer les étapes tranquillement. Je leur soumets parfois mes réflexions stratégiques. Je leur parle aussi de sujets mindset. J'essaie de leur donner un max d'infos. Et donc, là, je suis dans un incubateur, je suis dans un mentorat où il y a plusieurs coachs. Et du coup, j'ai accès à des top coachs dans chaque dynamique de mon business et dans chaque thématique de mon business. Et donc, c'est très pertinent. Je vais plus vite comme ça. Et avec mon réseau proche. On s'écrit souvent. Dès que j'ai un sujet, je sais que toi, tu es déjà à une grosse étape sur l'Inter, sur les US. Donc, si j'ai un sujet US, je parle avec Mathéo. Si j'ai un sujet, je sais pas moi, logistique, je parle avec un autre pote qui est proche de moi, qui est sur ces sujets, qui est très fort. J'essaie de m'entourer comme ça aussi. C'est très sous-coté, très très puissant. Parce qu'en même temps, tu échanges et peut-être que tu vas échanger avec moi et que moi, j'aurai pas la réponse, mais que je vais te dire, ok, toi, tu as fait comment? Tu fais un truc, tu fais faux. Les deux, on fait faux. Mais du coup, les deux, on va brainstormer, les deux, on va trouver plus vite la solution. Donc c'est vrai que ça, c'est ultra puissant de juste envoyer un WhatsApp. Ça a été donné par Napoléon Hills, ce conseil. Ok. Du réseau. Je vais pas dire ok, je vais dire. Ah ouais. Okay. Mais toi aussi, tu le disais, quand tu as un problème, faut pas rester 24 heures dessus. Sur un problème spécifique, si tu peux demander à des gens, demande à des personnes pour aller plus vite. Et l'entourage, c'est game changer. Ouais, l'entourage, c'est game changer. Surtout quand tu as un entourage de niveau, tu envoies WhatsApp, toi, tu fais comment? Et le gars te répond, et des fois, tu n'aurais pas du tout pensé. Des fois, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et on peut rester dans un tunnel longtemps, alors qu'en fait, la réponse, elle était là. Et une autre personne qui l'a déjà fait peut donner cette réponse. Et sinon, moi, j'avais une question par rapport à toi. Comment tu organises ta semaine? C'est-à-dire, elle ressemble quoi à une semaine type de Hugo? Je la prépare le dimanche et j'organise toute la semaine d'un coup. Avant, je faisais la to-do list le soir, bon élève, etc. Ça, c'est bien. Mais maintenant, tous les dimanches, je prends mes notes et je regarde. Souvent, je jette des trucs comme ça dans la journée, d'une discussion, d'une idée, etc. Tu jettes tout? Je jette dans les notes iPhone, ouais. Tout ce qui doit partir dans les OKR, dans les top prios à organiser, je le mets. Toutes les idées de contenu, elles partent dans un tableau de contenu pour les ads ou pour l'organique. Et pour les autres choses qui doivent être faites immédiatement, que j'ai oubliées, je les fais tout de suite, en fait. Ça dépend comment je vais faire avec ça. Donc, j'ai mon plan. Mm-hmm. J'ai mes priorités par rapport à l'OKR du mois. Et derrière, je vais sur mon agenda. Je dégage tous les trucs qui servent à rien, qui sont pas top prio. J'ai un grand agenda bien lisse. Et là, je vais commencer à ajouter les trucs les plus importants dès le lundi. Voilà, j'ajoute mes trucs. Et j'ai quand même des tâches qui sont répétitives. Donc le lundi matin, c'est analyse des comptes publicitaires, ajout de nouvelles créas, monitoring. Le jeudi, je vais retoucher les budgets s'il y a besoin et limiter les budgets des nouvelles créas pour pas qu'elles s'emballent encore.
Et souvent même, j'augmente les budgets pour que le week-end, ça pousse bien. Et le lundi d'après, je réajuste. Donc ça, c'est les 2 rendez-vous. Sinon, j'ai des calls qui sont des weekly avec mon équipe, avec les agences, qui sont ponctuels. Donc, le lundi, tu fais le lancement des créas. Ouais, Et le matin. Et le jeudi, si tu as des nouvelles aussi, ou tu fais juste le lundi? Non, que le lundi. Ok. Et même parfois, en ce moment, on a tellement un gros écosystème de créa que j'ai trouvé que ça servait à rien de surbooster. En fait, tous les lundis, tu envoies 200 créas. Ok, cool, mais ton écosystème, il mouline. Et en fait, tu as trop d'infos qui sont dispersées et trop peu d'acheteurs en face parce que c'est pas la bonne période. Donc, du coup, maintenant, ce que je fais parfois, c'est j'envoie beaucoup de créas le lundi et je laisse 2 semaines. 2 semaines où les CBO peuvent vraiment tester toutes les combinaisons avant de prendre de trop grosses, avant de réinjecter. Sinon, il n'a pas fini de faire un plat qu'il doit déjà prendre une autre commande. Enfin, c'est trop lent, quoi. Donc, en ce moment, je teste un peu comme ça, mais c'est mes rendez-vous vraiment. C'est 80-20. C'est mes ads qui sont faits par ma super team maintenant. Et du coup, je sais que si je fais rien d'autre que ça, ma semaine, elle est déjà quasiment gagnée. Faut que je réponde à des emails, faut que je paye des factures, mais juste ces 2 rendez-vous-là, ils sont ultra pertinents dans ma semaine. Et ensuite, tu as des calls avec les équipes. Tu as combien de calls à peu près par semaine? Quels sont les calls indispensables? J'en ai 1 ou 2 par jour, Ok. je dirais. Le lundi, j'ai un call avec les emails, l'agence d'email. Le mardi, je vais avoir un call en ce moment, une weekly pour le festival. Le mercredi, j'ai un call avec les creative strategists. On en a 2. Un global et plutôt concentré sur la France et une uniquement sur le marché anglo-saxon. Ensuite, on peut juste rester un petit coup sur la partie créative. Et ensuite, tu as qui d'autre dans ton équipe? Dans l'équipe créative, Tu as 2 créatifs stratégistes. Et ensuite, je pense des vidéos éditeurs. Ils font statique et vidéo. ouais, c'est ça. Donc les 2 creative strategists vont s'inspirer de grandes marques ou de marques très smart qu'on connaît tous, les top créateurs, les top spenders. On va ensuite les mettre dans des cartes, dans une to-do list. Ça va être affecté avec nos monteurs. Donc on a 2 monteurs, mais en fait les 2 creative stratégistes montent aussi. Leur rôle de montage, c'est de monter les contenus innovants, parce qu'ils sont très forts pour le montage. Quand il y a quelque chose qui vraiment demande de pousser de nouvelles portes, d'innover, là, c'est eux qui vont le monter, qui vont aller un peu tester, voir, pour bien comprendre un nouveau format, ou pour juste tirer le meilleur d'un shooting ou d'une vidéo qu'on peut pas rater. Et ensuite, pour les concepts un peu plus simples, qui sont très clairs pour eux, très scolaires, là, on va les donner à d'autres monteurs. On en a 2 autres, dont un qui est spécialisé sur l'IA. Donc, c'est un peu notre R&D IA à lui tout seul. On a tous des compétences là-dedans, mais lui, il est passionné dans l'automatisation, dans le développement IA aussi. Donc, il est excellent pour faire des statiques. Il peut nous sortir des tonnes et des tonnes de statiques, des nouveaux concepts, des vidéos. Il s'intéresse aussi à VO3. C'est important. Donc voilà, c'est un peu notre savant fou sur l'IA et on essaye d'être compétent là-dessus parce que c'est un avantage énorme. Si jamais tu rates un mois de nouvelles techno IA, parfois tu peux te retrouver vraiment perdu et pour reprendre le train après, c'est compliqué, quoi. Donc lui, Djilali, il est excellent là-dessus. Et tes 2 créatifs stratégistes, donc tu les as recrutés avant en tant que vidéo éditeur ou directement créatifs stratégistes et il s'avère qu'ils sont bons aussi en montage? Donc la dernière créative stratégiste qu'on a recrutée, elle était déjà créastrat pour les US, sur d'autres marques, dans la lead gen, etc. Elle a 8 ans d'expérience là-dedans. Donc c'est gros A-player. Et mon bras droit, Alexis, lui, ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble. Il était sur d'autres projets que j'avais. Une start-up, il est rentré en tant que stagiaire à Paris, à l'époque. Ensuite, sur Flytex, au tout début, je lui ai dit j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes m'aider sur les réponses aux commentaires des publicités. Il a pris ça. Ensuite, il était au téléphone au SAV. Ensuite, il faisait des statiques. Puis, il a itéré mes hooks. Puis, il a monté des full concepts. Et là, 2 ans après, il est créatif stratégiste global. Et c'est mon bras droit. Il a presque téléchargé tout mon cerveau et il m'aide au quotidien sur les grosses tâches et un peu de double réflexion aussi parfois. On était mercredi, je crois, à peu près.
Collecte les créatifs stratégistes et ensuite. Jeudi, donc le matin, c'est remonitoring, mais ça me prend 1 heure à peu près, 1 heure ou 2. Et puis, ça peut être des journées content, ça. Donc, tout ce qui est impératif, c'est bloqué. Et dès qu'il n'y a pas d'impératif, je mets une grosse case verte et je mets content. Quand j'ai le temps, je fais du content. Case verte, tu t'organises sur Google Calendar? Ouais, ça, j'ai un système de couleurs. Le vert, c'est ce que j'aime. Donc, les activités, le sport, les amis, le contenu, c'est des choses que j'aime faire. Content. Content, ou si je suis trop stressé, épuisé, repos, ou je fais un truc que j'aime, ou je fais rien. Je scroll. C'est valable aussi. En tout cas, c'est décharge ou un truc qui m'inspire. Et c'est quoi qui te recharge? Hors e-com, qu'est-ce que tu pourrais dire de manière biohacking, etc., qui te permet d'être performant, de te recharger? Franchement, je crois qu'un des trucs qui me recharge le plus, c'est une séance de sport avec un pote. C'est trop cool. Du coup, on discute, on fait du sport. Et c'est cool parce que quand on est vraiment seul, souvent, bah, tu sais, en fait, parfois, t'as un brouillard ou t'as une petite dépression parce que t'es juste trop seul. Du coup, voir un pote avec qui tu peux parler du quotidien, des machins, bah, ça aide aussi à décharger, à partager un moment drôle. Ça peut être cool aussi. Beaucoup d'activités aussi avec ma chérie. Donc, on se pose, on va au resto, on fait des trucs comme ça. Et sinon, faire du sport. Je vais courir. Je vais faire Je pense que ce qui me recharge le plus, c'est faire sauna et bain froid. Tu l'as fait tous les jours, je crois, ouais, à l'hôtel. On l'a vu ce week-end dans le mastermind, mais en fait, depuis tout à l'heure, je te dis que des trucs qui sont dans l'action. Ça me change plus les idées que ça me recharge, je pense. Mais par contre, le sauna et le bain froid, ça me recharge vraiment. Parce que t'as pas d'action. Tu dois juste être là. Et sans téléphone, sans rien, parfois même sans personne. Et tu vas juste être avec toi-même. La première session de 15 minutes au sauna, elle va t'ennuyer. Ensuite, tu vas faire ton bain froid, donc tu es très, très, très présent. Et là, la deuxième session de sauna, tu as l'impression d'être éveillé, genre tu es présent et tu t'entends même plus penser, tu es vraiment juste là. Et là, tu as repris de l'énergie. Donc ouais, je dirais que c'est ça. En fait, passer du temps avec des gens que j'aime et faire du sport. Et toi? Comment je me recharge? J'ouvre l'ordi, je travaille un peu. Moi, c'est la marche. Franchement, la marche, je me sens bien quand je marche. Quand je finis une bonne marche, je me sens vraiment trop bien. C'est vrai que la marche, c'est prouvé que quand tu marches, tu vois En fait, tu t'avances et tu vois les choses défiler. Et en fait, naturellement, ça descend ton niveau de stress et d'anxiété. Et en plus de ça, ça active des zones de ton cerveau et ça te permet de mieux réfléchir. Souvent, on a des bonnes idées quand on marche. Ouais, totalement. Et la nature aussi. Là, franchement, j'ai respiré l'air à Madrid, en Espagne et à Marbella aussi. C'est incroyable. Genre, je suis trop heureux. Moi, ça me recharge de fou. Genre, la nature, pour moi, ça me recharge vraiment. C'est ça mon glitch, c'est la nature. Ouais, c'est vrai que moi, ça me recharge aussi. Et tout ce que tu as dit aussi. Moi, j'ai pas vraiment de hack. Des fois, juste passer du temps, même les yeux fermés. Moi, de me coucher les yeux fermés avec une musique qui détend et juste penser, ça recharge beaucoup. Parce que des fois, en fait, ce qui fatigue, c'est pas vraiment... Ce qui te fatigue, c'est une surcharge, justement. Tu as une surcharge d'informations ou que tu n'arrives pas à t'écouter, que tu as plein de pensées. Et en fait, ça te fatigue parce qu'en fait, tu entends ces pensées en arrière-plan, peut-être d'anxiété, et tu n'arrives pas à les conscientiser. Et le fait de faire un sauna ou de juste te calmer, bah, tu arrives à voir et à conscientiser. C'est ça qui recharge aussi. Et après, bah, c'est comme on l'a déjà indiqué beaucoup de fois, c'est de faire des périodes de charge, enfin des périodes de travail, monk mode, et au bout de 6 semaines, décharge. Comme là, par exemple, cette semaine, c'est décharge pour moi, et ça me permet d'avoir un équilibre qui fait que je fais ma semaine de décharge, et pendant ma semaine de décharge, j'ai envie de travailler, mais je travaille doucement, et après, je reprends à fond, et après, juste avant que je sois épuisé, je refais ma semaine de décharge, et je suis toujours à fond, en fait. C'est vrai que c'est en tant que fondateur, on n'a absolument pas le droit de faire un burn-out. T'as pas le droit de faire un burn-out, donc c'est ta responsabilité de trouver comment ne pas exploser. Et ça, c'est très smart. Tu vois, je l'ai appris cette semaine, que tu faisais ça, que toi aussi. Je vais essayer parce que on est tellement tout le temps dans la performance, dans le sprint. On pense que même quand on se repose, on culpabilise, machin.
c'est vraiment néfaste. Et c'est la meilleure manière, finalement, de s'épuiser et de vraiment exploser, en fait. Ouais. Donc, c'est super important de se connaître et surtout de connaître ce qui réellement te recharge. Mais comme ça, on a donné pas mal de pistes pour ce qui nous recharge, nous, pour les auditeurs. Ouais. Et du coup, pendant ce mastermind, qu'est-ce que toi, tu as appris? Qu'est-ce que tu pourrais partager comme pépite ou comme insight qui a vraiment sens pour toi, à ceux qui regardent? Alors, j'ai appris énormément de choses techniques sur les ads, les créatives, comment structurer sa boîte. Mais je pense que le plus gros cadeau avec lequel je repars, c'est plutôt mindset. Et c'est un peu voir comment le groupe évoluait. Je trouve déjà qu'il y avait énormément de personnes super saines. Et c'est génial d'évoluer avec des gens comme ça. Moi, en tout cas, ce qui m'est remonté, c'est la partie shift de personnalité pour aller chercher encore plus dans le business. Et c'est un peu contre-intuitif. C'est Mariam qui nous en a parlé. Elle nous expliquait que quand tu pars de zéro, comme nous tous, tu dois être un pirate. Tu dois hustle. Tu dois mettre une énergie énorme pour faire démarrer la machine et passer de 0 à 1. Et c'est vrai. Il y a presque aucune autre manière de le faire. Mais ensuite, quand la voile est hissée et que t'as le vent dans le dos, ça, c'est aussi le meilleur moyen de burner et de crasher ton business parce que tu vas faire tellement de trucs un peu inutiles, qu'il y a plein de choses que tu ne verras pas. Et ça t'apporte pas la paix. Et en fait, je trouve que aujourd'hui, il faut davantage que justement je trouve des périodes où je me recharge, où je sais un peu voir les stratégies qui viennent à moi, prendre du recul. Ça, c'est super important. Et je pense que c'est un peu ce shift-là d'identité qu'on doit avoir à un certain niveau de business pour de nouveau, reprendre de l'inspiration, recharger l'énergie. Souvent, c'est fin d'année 2, année 3, parce qu'en fait, t'as eu 3 ans de sprint. Là, il faut un peu recharger parce que l'année 5, 6, elle va faire mal. Parce que c'est à chaque fois, tu doubles la pression et tu doubles les enjeux des précédentes années. Donc là, je pense que c'est apprendre un peu à lâcher, calmer les stimulations. Donc ça peut être les réseaux, ça peut être faire du sport pour changer les idées, mais en fait, tu veux juste pas voir les choses, donc tu les fuis, donc tu t'agites autre part. Je pense que c'est des petites choses comme ça, où il faut retrouver son calme intérieur pour pouvoir être encore plus agressif À l'extérieur. à l'extérieur. Ouais. Ça, c'est next level pour moi. Ouais, c'est banger. Ça me vient en tête son tableau qu'elle a fait avec le A, la situation A, et le B. On mettra peut-être à l'écran. Ouais, on pourra mettre à l'écran après. C'est vrai que tout ce qui se passe dans le mastermind, on reste privé, mais on partage quelques insights. Mais en gros, ce qu'elle a partagé de très valuable, c'est que on montrera à l'écran, mais on a une ligne qui est notre ligne du passé. Donc on a une seule ligne, on a un seul passé. Et on pense que notre futur va être le continu de cette ligne. C'est-à-dire, ok, moi j'étais Hugo qui faisait ça avant, donc logiquement je ferais ça. Et en fait, non. En fait, il y a plein de possibilités d'avoir des destins différents. Et qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on atteigne les destins différents? C'est en fait de agir et de voir, de s'aligner sur la vision du destin qu'on veut atteindre. C'est-à-dire, ok, on a Hugo qui a fait du dropshipping, on va dire, toute sa vie. J'invente une histoire, hein. Et qui se dit, ok, moi je ferai tout du long du dropshipping, mais toujours à petit montant, parce que j'ai jamais fait de gros montants. Maintenant, tu as Hugo qui est là et qui se dit, ok, mais moi, j'aurai une grosse marque, j'aurai une grosse brand, une brand à 9 figures. Et du coup, dès aujourd'hui, j'agis en fonction de cette vision-là. Et du coup, c'est ça qui fera prendre ce chemin-là. Et après, il faut se détacher de l'identité qu'on avait avant. Ça, c'est autre chose. Mais en gros, c'est un peu ça qu'elle a dit. Hein. Ouais, totalement. C'est juste. Tu lâches tout ce qui est du passé et tu penses comment cette personne-là agirait. Et ça, c'est banger. Puis il faut être animé par ça. C'est-à-dire, il faut ressentir ta vision pour que dès maintenant, tu vibres sur la vibration de cette vision. Et non pas te dire, ouais, mais j'ai toujours été pauvre, j'arriverai jamais à être riche. C'est ça qui est assez difficile. En fait, les gens n'arrivent pas à se détacher du passé et vivent toujours sur les mêmes fréquences en fait, du passé. Je vais rebondir sur cette histoire de fréquence et de se positionner dans un environnement qui te renvoie ton objectif. C'est extrêmement important. Quand tu comprends ça, du coup,
tu focuses que sur l'objectif, sans penser à tout ce qu'il y a de mal qui pourrait arriver, et tu laisses juste ton subconscient travailler, te donner les idées. Et ça va venir sous forme d'intuition. Tu as une idée, tu l'exécutes. Il faut être bon en exécution, en opérationnel. Il faut juste agir le plus vite possible avec toutes les intuitions qui vont t'arriver, toujours avec le cap de ton objectif. Et c'est presque impossible de foirer. J'ai ressenti ça. Je me dis, j'aimerais bien faire un festival. Du coup, j'ai écrit à 3 personnes. Il y en a une que j'ai sentie plus que les autres. Je suis allé avec elle. Ça allait super vite. Et il faut prendre les décisions très rapidement. Et aujourd'hui, là, on va le faire dans 2 mois. Et il y a 1 an, je ne savais pas comment on organisait un festival. Mais juste, j'ai trouvé sur le chemin. Tu trouves sur le chemin. Tu pars du principe que ça va marcher, tout en étant prêt à perdre. Ça, c'est aussi un truc qui est cool pour prendre des décisions rapidement. Il y a plein de gens qui sont là, ils hésitent pendant 3 mois. Ensuite, ils prennent la décision, puis ils regrettent, ils savent pas s'ils vont pas FOMO sur autre chose ou quoi. C'est terrible. Tu vois le truc, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je prends le risque, parce que les inputs, elles sont plus grandes que la perte potentielle. Dans ce cas-là, il faut la prendre tout de suite, la décision. Pas dans 3 mois. Ouais, c'était un truc qu'elle avait dit aussi. Elle a dit que un trait de caractère chez les milliardaires qui revient, c'est de prendre les décisions rapidement. Ils font confiance aussi rapidement. Ils font confiance rapidement. Et jusqu'à qu'ils prouvent le contraire. Et après, si tu prouves le contraire, c'est fini, terminé. Et ce qui fait que ces personnes-là avancent très vite. Et un autre truc qu'elle a dit, c'est que ces personnes-là avancent très vite, mais aussi totalement détendues. C'est-à-dire un trait courant chez toutes les personnes à succès, c'est qu'elles sont relâchées, sont détendues, elles sont en détente. Et c'est l'inverse des débutants, qui sont stressés même avant de commencer, qui se demandent comment ils vont gérer les retours, avant même de vendre. Comment est-ce qu'ils vont gérer les taxes. Et du coup, meilleur conseil que je pourrais donner, c'est si vous êtes débutant, si vous êtes intermédiaire, si vous voulez passer à un autre level, il faut que vous agissiez comme si vous avez déjà atteint et d'être relâché par rapport à ça. Dès que vous sentez du stress, c'est normal, relâchez, c'est comme si c'était déjà fait. Et c'est comme ça qu'agit ce à succès. Totalement. Jeff Bezos, j'avais vu que lui, c'est des décisions extrêmement rapides qu'il fait. Genre, quand il y a un choix, il apprend tout de suite la décision. Et encore, il forme ses équipes à ce que leurs décisions soient tout le temps rapides. Mais en termes d'intuition, ça rejoint un peu ce que dit le livre Plus malin que le diable. Parce qu'on en a parlé. Gros livre. Gros livre banger de Napoleon Hills. Que je n'ai pas lu encore, mais qu'on m'a dit dans ce mastermind de vraiment lire. En gros, Napoleon Hills, il avait écrit Réfléchissez et puis devenez riche. Il y a eu, je sais plus, 30 millions de ventes ou 60 millions best-seller. Livre super, super cool. Et pendant un an après cette date, il a écrit Plus malin que le diable. Et sa femme et son entourage ou autre, ils voulaient pas le sortir. Parce qu'il y avait trop de value dedans, pour l'époque. Et là, ça a été sorti. Et justement, il dit à l'intérieur, il y a une des clés pour l'intuition et ses décisions, c'est de se poser, être dans le calme. Il recommande de faire ça genre tous les soirs. Et genre en mode, tu penses à 5-6 personnes qui sont des mentors ou alors des amis qui sont à l'endroit où c'est que tu veux être, mais préférablement des mentors. Et ces personnes-là peuvent même ne pas exister. Et tu penses fortement à elles. T'es autour d'une table avec ces personnes-là et tu parles de ce qui se passe en ce moment avec ton business ou autre et tu auras des réponses. C'est en fait nos réponses de notre intérieur, ce sera les réponses les plus saines en fait quand tu penses à qu'est-ce que eux pourront dire. Genre en mode là, je suis là et je pense à Jeff Bezos, bon peut-être pas à ce niveau, mais tu vois qu'est-ce qu'il ferait à ma place, etc. pour cette décision-là et boum, t'as les meilleures réponses de cette manière. On en a parlé une fois de quelque chose de similaire quand t'es en méditation et tout. Ça c'est super banger, mais ça rejoint totalement ce que tu disais là. Donc, tu disais les réponses les plus justes pour toi. Et c'est vrai que dans l'alignement, il y a un truc très important, c'est que tu peux avoir plusieurs réponses qui sont justes, mais il y en a une des deux qui te correspond pas en termes d'énergie, parce que ça va t'amener à bosser avec des gens avec qui en fait tu vas pas forcément t'entendre ou qui vont t'épuiser. Il faut pas aller là-dedans. Ça peut être aussi que
ça sort un petit peu de tes valeurs, donc c'est pas la bonne. Pour autant, les deux mêmes réponses, elles pourraient être valables pour une autre personne qui a des valeurs différentes et qui a un alignement différent du tien. C'est pour ça que l'intuition et les réponses, avoir plusieurs réponses qui te correspondent, c'est super important. Et d'ailleurs, depuis, heureusement, on a ChatGPT. Parfois, il sait très bien. Ceux qui font beaucoup de création de contenu, ils donnent leur schéma de pensée ouvertement sur Twitter, etc. Donc ChatGPT, si tu demandes, ok, donc là, ça c'est mon problème, tu donnes beaucoup de contexte. Qu'est-ce qu'il m'aurait dit Alexa Hormozy? Ok. Tu demanderas la semaine prochaine. Tu vas voir Alexa Hormozy. Hormozy. Il va vraiment le voir, ouais. Tu lui poseras la question. Qu'est-ce qu'il aurait dit Alexa Hormozy? Qu'est-ce que Steve Jobs me dirait? Qu'est-ce qu'un tel me dirait? Et t'essayes de prendre des leaders qui sont un peu différents. Tu vois, tu peux demander et à Gandhi et à Andrew Tate. Comme ça, t'as deux avis très opposés, mais qui vont t'apporter des réponses. Et après, toi, tu peux prendre un peu un mix de tes conseils qui résonnent le plus avec toi, mais c'est très puissant. Ouais. Mais c'est vrai que l'aspect intuition... Avant, j'étais très process décision, on en a déjà parlé, de faire tout un protocole de décision. Et là, de plus en plus, je suis juste sur l'intuition. Et en fait, l'intuition, je me trompe très peu. Très, très peu. Après, peut-être que on ne sait jamais si tu te trompes. En fait, tu peux pas te tromper sur les deux. Enfin, on ne sait jamais encore si l'intuition, c'est biaisé parce que tu sens bien, du coup, tu fais, et après, tu valides parce que tu as bien fait. Mais en fait, si tu aurais pris l'autre choix, tu aurais peut-être validé que tu avais fait le bon choix. Mais vraiment, pour moi et pour beaucoup de personnes, beaucoup de mon entourage, même de personnes à succès que je vois, l'intuition, ça marche tout le temps pour eux. Ou même quand ils ont fait des mauvais choix, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu sentais avant? Il m'a dit, là, j'ai pris le choix qui était parfait, mais je sentais l'inverse. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir tout un processus de décision, de même suivre avec ChatGPT, mais au final, si ton intuition, c'est que ton cerveau, il a déjà analysé des dizaines de milliers de trucs pour toi, et qu'en fait, c'est pas bon pour toi. Ou même peut-être que quelque chose de supérieur encore te guide sur la décision à prendre. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer de plus en plus. Mais par contre, tu dois avoir un process de décision aussi, bien sûr. Pour automatiser, pour déléguer à des tâches, parce que si tu gardes tout l'intuition pour toi, du coup, c'est pas délégable, et donc ça devient compliqué. 100%. Et toi, c'est quoi l'insight que tu as appris durant ce mastermind ou que tu aimerais partager? Moi, ce que j'aimerais partager là récemment, c'est que lors du dernier podcast qu'on avait fait, j'avais parlé de YouTube Demon Gem. Et là, en ce moment, c'est banger pour nous. Donc, en fait, c'est le nouveau, c'est le format short sur Google Ads, donc YouTube Short. Et là, ça cartonne pour nous. Mais au début, c'était un peu pas top. Genre, la première semaine, c'était pas les meilleurs résultats, les 4-5 premiers jours. Et là, en ce moment, c'est vraiment des très, très bons ROS. Il y a beaucoup de trafic. Comparé à Meta avec le taux de conversion, mais c'est banger. Et en gros, on a simplement pris nos top créas de Meta et TikTok, et on les a balancés sur le short, et en ce moment ça cartonne, et je sais que ça cartonne pour beaucoup d'autres personnes. J'ai entendu des personnes qui font 100 KD juste avec ce canal d'acquisition. En fait, et je recommande aux gens de l'utiliser parce que je l'ai recommandé au dernier podcast, mais là je l'ai vraiment run pendant pas mal de temps, et franchement je conseille à tous de lancer ça, parce qu'en fait il n'y a pas de travail supplémentaire, juste tu reprends tes top ads Meta et TikTok, et en ce moment je sais pas si c'est boosté ou autre, mais ça fonctionne bien pour nous, des bons ROS. Donc ça c'est banger. Et quelque chose que j'ai appris cette semaine aussi, quelqu'un du mastermind qui m'a partagé, parce que moi il faut savoir que je suis en train de contacter pas mal, de commencer à avoir une équipe in-house pour avoir un maximum de créateurs pour ma new brand. Et on m'a partagé un tool qui est pas mal, ça s'appelle Euka, E-U-K-A-I-A. Et c'est un tool en fait qui permet d'utiliser l'IA pour contacter tous les créateurs. Alors, il y avait le tool Modash qui est pas mal, on avait déjà utilisé pas mal de fois, où tu as tous les créateurs qui sont référencés. Euka. Et en fait, tu as Euka AI qui les contacte pour toi. C'est l'IA qui contacte pour toi tous ces créateurs. E-U-K-A.IA. Enfin, IA. Euka.ia, ok. Ouais, c'est top. Et du coup, il contacte tous les créateurs Instagram, TikTok, Twitter, etc. C'est ça. Selon tes critères, et ça, c'est vraiment banger, gain de temps. Après, j'ai d'autres sites que Euka. Il y a aussi Modash, comme j'ai dit, qu'on utilise beaucoup. Il y a un panel énorme de créateurs. Et il y a aussi une plateforme que j'ai peut-être déjà dit, c'est ShopMy, c'est pour les US, où tu as des gros influenceurs
qui sont sur cette plateforme aussi, et tu peux y accéder en écrivant via cette plateforme-là. En gros, ShopMy, ils ont dans leur database énormément de gros influenceurs que normalement, ils répondent pas forcément facilement. Mais vu qu'ils sont sur cette plateforme connectée, tu peux les reach out, faire du gifting en les ayant eux dans tes ads et simplement en tant qu'influx. Donc ça, c'est banger. On est sur ça. C'est très puissant, ça aussi, l'écosystème d'ambassadeurs. Ouais. Le gifting, souvent les gens sont assez radins là-dessus, alors que toi, tes coûts de produits, ils sont pas énormes parce que tu enlèves la publicité, etc. Il faut pouvoir offrir tes produits aux ambassadeurs qui savent déjà créer du contenu, qui vont te créer du contenu, qui vont permettre de faire des stories, faire vivre aussi ta marque, mais également attirer d'autres créateurs, donc faire un autre effet boule de neige, quitte à parfois en payer un très gros pour montrer pour montrer la voie aux petits créateurs, en fait. Ça, c'est super important. Et après, quand tu as une communauté d'ambassadeurs que tu coaches pour faire de meilleurs contenus, qui peuvent aussi, au lancement de produits, de faire des vidéos alors que tu n'as pas encore d'écosystème créatif, c'est très, très puissant. C'est ultra banger et en Europe, ça commence. Hein, il y a pas mal de temps, on avait parlé de TikTok Shop qui arrive en Europe. Mais ça faisait pas tant de chiffres. Et maintenant, ça commence vraiment. Je vois des simples produits qui font des 300, 400 K par mois sur TikTok Shop, genre que en France. Tu vois, juste sur un petit produit, une petite brosse pour les cheveux. Et pareil en Allemagne. Donc là, en Europe, ça commence. Et ça peut être très smart, si vous avez une brand en Europe, de se pencher là-dessus. Se pencher sur le fait que plein de créateurs reçoivent votre produit et le publient sur TikTok. De balancer du TikTok Shop, mais pas juste pour TikTok Shop. Si vous faites du TikTok Shop, en fait, vous avez tellement de contenu que tu vas pouvoir utiliser sur Meta et tous les autres canaux d'acquisition, tu auras des meilleurs ROS parce que tu auras plus de créa. Donc C'était l'insight que je voulais partager. Si. Sur ça, En gros, ce que je vais rebondir, c'est que c'est ce qu'on a appris durant ce mastermind, donc quelques personnes dont toi qui le fait, et aussi Comfort, la marque qu'on a déjà parlé, qui est la top brand actuellement. Je crois que personne n'a fait une croissance autant folle. 500 millions par année en 3 ans, 4 ans. Ouais. Mais avant, il était SDF. Avant, il était SDF, donc c'est énorme. Et pourtant, il n'a pas tout son spend sur Meta. C'est pas le plus gros. Ce qui fait sa réussite, c'est les content créateurs. Donc en gros, sa réussite, c'est les content créateurs. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait des giftings. Il a une armée de créateurs. Donc je crois que rien qu'in-house, c'est-à-dire des gens qui ont un contrat pour eux, qui travaillent full-time pour eux, ils en ont 500. Et ensuite, ils ont encore tout le reste. Et ces personnes-là font entre 5 à 7 contents par jour. Donc par semaine, il a à peu près 10K de créatifs qui lance sur toutes les plateformes. Repurpose, sur TikTok, sur Meta, sur Snap. Sur Snap, ils ont beaucoup de spend aussi. Et avec le bouche à oreille, l'affiliation et tout, ça fait une boule de neige énorme. Ça fait qu'ils ont du contenu énorme. Et quand les gens parlent de toi et que tu as du contenu, que tu es vu partout et que tu as un bon produit, ça fait mal. Et donc lui, le gros de son travail, c'est en fait d'avoir ses ambassadeurs dans sa team comme c'était une famille. C'est-à-dire tous les ambassadeurs savent les chiffres, savent les challenges, comme si c'était les employés. En gros, il leur indique, ok, ça c'était les top hooks de la semaine, c'était les top vidéos de la semaine. Ça ramenait temps, ça les motive à faire la même chose. Voilà. Et tout le monde se fait sans qu'ils font partie d'une famille. Et je trouve ça vraiment énorme. Et donc, si là, actuellement, la top brand fait ça, top brand mondial, on devrait se tendre à faire plus ça. Surtout que là, le contenu organique va de mieux en mieux marcher. Ouais, en Europe, ça commence là fortement. Ouais. Du coup, voilà. Voilà pour ce et que ne je pas pense. hésiter à donner beaucoup de pourcentage. Justement, pendant le mastermind, on a eu Marine. Moi, c'était la première question que je lui ai posée concernant les affiliates. Marine il a tout de suite dit, donc top media buyer. Et il a dit tout de suite donner beaucoup d'incentives, genre donner beaucoup de pourcentage. Je crois 30% minimum il donne. Alors que c'est énorme en soi pour les créateurs qui gagnent normalement à faire des UGC ou autres, à faire du contenu dans leur coin. Là, de gagner 30% sur les ventes, juste en faisant du contenu, ça te motive et tout le monde est motivé et tu as une machine à contenu qui vend vraiment. Parce que la personne, elle veut vraiment que les gens achètent s'il a autant de pourcentage. Donc ça, c'est game changer. Ça, je suis d'accord, il a certainement raison si ta stratégie, c'est principalement l'organique. Ouais. Mais si en plus de ça, tu fais énormément d'ads... Non, alors là, tu changes le pourcentage. Il faut être à 10%. Il a dit 10%, ouais. 10% sur ads. Ouais.
Ouais, c'est ça, parce que si tu t'amuses à, Non, à bah payer, oui. tu payes 2 CPA, c'est vrai que ça fait mal. Ouais. Bah, je sais que celui de confort, il fait soit 25% ou un pourcentage assez élevé, ou soit $1000 par mois, mais il est obligé tous les jours de faire son contenu. Ok. Donc ça, c'est banger. Ça, t'as une armée de travailleurs. Quoique les créatives et le contenu, c'est toujours ce qui rapporte le plus. Cette strat-là, un peu que l'équipe de Tabs, Avec Exactement, ça. exactement. le chocolat aphrodisiaque, Ouais. ils ont commencé par ça, avec des tonnes de petits créateurs. Je sais même pas s'il y avait TikTok Shop à l'époque. Je crois pas. Non, il n'y avait pas. Non. Il y avait juste son lien sur chaque compte. Ouais, il y avait un Discord. Et c'était vraiment la viralité qui permettait ça. Lui, il était obligé. Hein. En fait, il a dû se creuser la tête parce qu'avec les ads normales, oui. il pouvait pas avec Ouais. ses sensitives chocolat aphrodisiaque. Ça tourne encore, ça? Il tourne encore un peu, je crois. Ouais. Mais je crois qu'il a revendu. Là, il est sur son SaaS. C'est lui qui a créé BuzzDem. Tu sais, le SaaS pour faire les DMCA. Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui qui a créé. Ah, on va tester là. C'est cher. C'est Ça, cher. Ouais, vraiment top. C'est 2K, mais par contre, en un clic, enfin dès que tu rentres dessus, boum, ils vont prendre tous tes indicateurs. Ça, c'est ta marque, ça, c'est si, il y a ton logo, il y a juste une image. Ils vont venir scraper tout le net, toutes les plateformes, et shutdown tout le monde. Et avec une équipe d'avocats derrière, au cas où, parce qu'ils font aussi AliExpress, Temu, Amazon, peu importe. Et ultra efficace, mais par contre, c'est quand même cher. En gros, nous, le dilemme, c'est qu'on avait un VA qui le faisait pour très peu. Et j'aurais dit, mais qu'est-ce que ça changerait par rapport à ça? Il aurait plus besoin de faire le travail. Je dis, mais nous, ça ne change rien. Mais on va quand même tester pour voir l'impact que ça peut apporter. Pour moi, il faut toujours tester, même si ça paraît cher, mieux vaut tester. Et ok, peut-être c'est trop cher, ça ne le vaut pas, que pas tester. Tu peux louper des choses que tu ne vois pas. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Si vous êtes encore jusqu'ici, commentez dans le podcast si vous trouvez que Hugo ressemble plus à Canelo, le boxeur, ou à Thor. Donc vous commandez Thor ou Canelo. Ah, tu trouves pas? Si. Thor. Thor. Canelo, les deux. Canelo, je connais pas, mais Thor. Là, c'est un bon boxeur espagnol. Attends, regarde. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des réseaux sociaux où les gens peuvent te suivre? YouTube, Insta? Son On équipe, mettra dans la description. Avengers. Regarde, c'est lui. Avec C'est Canelo, lui, il ressemble Canelo. bien. Ouais, ça va. Faut les lunettes. Ah ouais, tu montres avec les lunettes. Ah ouais, non. Tu mets les lunettes. Et ouais, pour les réseaux sociaux, HugoUI, @HugoUI. Pour la HUI2LE. Pour la marque, c'est Flytex, donc @flytex.fr. Et pour le festival, c'est @laboucle.co. Top, on mettra dans la description. Merci d'avoir été invité. Merci, C'est Hugo. sympa, mais j'ai appris plein de trucs. Merci à vous les gars, à très bientôt. À bientôt. Merci.